Notre cerveau est une machine absolument incroyable, mais il a un gros point faible, le hasard. Aujourd'hui, on va plonger dans les raisons pour lesquelles notre intuition nous joue des tours en permanence face aux probabilités et comment notre esprit se fait piéger par de véritables illusions statistiques. Allez, on commence direct avec une petite question. Regardez ces deux combinaisons de loto. Laquelle semble la plus normale, la plus aléatoire, et surtout laquelle a le plus de chances de sortir? En général, on a une idée assez claire là-dessus. Alors, le verdict? Eh bien, la vérité, c'est que les deux combinaisons ont précisément mathématiquement la même probabilité d'être tirées. Oui, une chance sur des millions dans les deux cas. La suite 1, 2, 3, 4, 5 a l'air complètement impossible, mais elle est aussi probable que n'importe quelle autre. Et voilà, première leçon, notre intuition vient de nous planter complètement. Et ça nous amène directement à notre premier grand thème. L'exemple du loto, ce n'est pas juste une anecdote, c'est la règle du jeu. Notre intuition est un guide vraiment peu fiable quand il s'agit d'évaluer le hasard. Prenons un autre cas. Imaginez une étude où on trouve 72 familles de 6 enfants avec la séquence de naissance garçon, fille, fille, garçon, fille, garçon. Ça a l'air bien mélangé, bien au hasard. Maintenant, à votre avis, combien de familles devraient avoir une suite qui a l'air beaucoup moins aléatoire, comme garçon, 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 fille, fille, fille? L'instinct nous crie que ce chiffre doit être bien plus faible, n'est-ce pas? Et pourtant, les maths sont formelles. La réponse, c'est aussi environ 72. Chaque séquence spécifique de 6 naissances a exactement la même chance de se produire. Notre cerveau veut voir de l'équilibre partout, mais le hasard, lui, il s'en fiche royalement. Ah, celui-là est un classique, un vrai casse-tête pour notre intuition, le paradoxe des anniversaires. On s'imagine qu'il faut un monde fou dans la pièce, peut-être 180 personnes, la moitié de l'année, pour avoir une chance sur deux. La réponse est 23. C'est tout. Avec seulement 23 personnes, il y a plus d'une chance sur deux que 2 d'entre elles partagent le même anniversaire. C'est tellement contre-intuitif que ça illustre parfaitement à quel point on est nul pour imaginer les probabilités quand il y a des combinaisons en jeu. Bon, mais alors pourquoi on se trompe aussi souvent? La raison, elle est à chercher dans nos raccourcis mentaux, ce que les psychologues appellent les biais cognitifs. C'est eux les vrais coupables. Le premier coupable, on pourrait l'appeler l'effet râteau. On a cette attente que le hasard va bien lisser les choses, qu'il va tout répartir de manière bien propre et uniforme. Mais en réalité, le hasard est grumeleux. Il crée naturellement des paquets, des séries, comme quand on fait 6 fois pile de suite en lançant une pièce. Ça nous paraît dingue, mais c'est normal. Et cette manie de vouloir voir des motifs bien lisses est renforcée par un autre mécanisme super puissant, le biais de confirmation. Pour faire simple, notre cerveau ne cherche pas à la vérité, il cherche à avoir raison. Il va donc partir en chasse des preuves qui confirment ce qu'il pense déjà et faire comme si les preuves contraires n'existaient pas. Regardons ce test, un grand classique, la tâche de sélection de Wasson. La règle du jeu est simple. Si une carte a un dé d'un côté, alors elle a forcément un 5 de l'autre. Face à ces 4 cartes, lesquelles doit-on absolument retourner pour vérifier si cette règle est vraie? Prenez une petite seconde. Alors, la grande majorité des gens choisit D et 5. Retourner la carte D, c'est correct, bien sûr, il faut vérifier qu'il y a bien un 5 derrière, mais retourner la carte 5, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la règle ne dit absolument rien sur ce qu'il doit y avoir derrière un 5. La carte cruciale, celle que presque tout le monde oublie, c'est la 2. Parce que si on retourne la 2 et qu'on trouve un D, alors paf, on a prouvé que la règle est fausse. Et c'est là tout le problème. Notre cerveau essaye de confirmer la règle, alors que la seule manière logique de la tester, c'est d'essayer de la démolir. Passons maintenant à un autre biais absolument fondamental. Notre incapacité à saisir à quel point les petits échantillons peuvent être extrêmes et imprévisibles. Imaginez cette situation. 2 maternités, une grande et une petite. On pourrait se dire que le nombre de jours anormaux, avec beaucoup plus de garçons que de filles par exemple, devrait être à peu près le même pour les deux. Eh bien non. C'est le petit hôpital qui va connaître beaucoup plus de jours avec des résultats extrêmes. La raison est simple. Les grands nombres, les grands échantillons ont tendance à lisser les résultats, à se rapprocher de la moyenne statistique du 50-50. Les petits échantillons, eux, sont beaucoup plus instables, beaucoup plus volatiles. C'est le Far West statistique. Regardons ce graphique. D'après une étude en Suisse, on a en moyenne 45 décès de randonneurs par an contre seulement 6 pour les parapentistes. La conclusion semble sauter au lieu, la randonnée a l'air 7 fois plus dangereuse. Mais attention, changeons de perspective. Si on regarde les taux de mortalité en tenant compte du nombre total de gens qui pratiquent chaque sport, la conclusion s'inverse complètement. Le taux de mortalité est en fait plus élevé pour le parapente. C'est l'exemple parfait de comment on peut arriver à des conclusions totalement fausses en ignorant la taille de l'échantillon. On arrive maintenant au sommet de notre exploration, là où une seule petite information cachée peut transformer radicalement notre perception des probabilités. Bienvenue dans le monde du raisonnement bayésien. Voilà un problème qui a l'air simple.
On a un test médical, super fiable, précis à 99%. On fait le test et le résultat est positif. Intuitivement, on se dit « Bon il y a 99% de chances que je sois malade ». La réponse réelle est 19%. C'est un choc, hein? Comment est-ce possible? Comment un test aussi précis peut-il nous amener à une probabilité si faible? C'est parce qu'il nous manque une information absolument cruciale. Voici l'explication. L'info qui change tout, c'est que la maladie est extrêmement rare. Pour que ce soit plus clair, imaginons qu'on teste 10 000 personnes. Comme la maladie touche 0,23% des gens, on aura seulement 23 personnes réellement malades. Les 9 977 autres sont saines. Le test, fiable à 99%, va bien détecter nos 23 malades. Mais, sur les presque 10 000 personnes en bonne santé, il va se tromper dans 1% des cas. 1% de 9 977, ça fait environ 100 faux positifs. Au final, on se retrouve avec 123 tests positifs, mais parmi eux, seulement 23 sont des vrais malades. La probabilité d'être vraiment malade si on est testé positif est donc de 23 sur 123, soit environ 19%. C'est le taux de base, la rareté de la maladie, qui écrase tout le reste. Pour conclure, mettons notre logique à l'épreuve une toute dernière fois avec un petit défi conçu pour nous faire des nœuds au cerveau. C'est le test du TOG. La règle, un objet est un TOG s'il possède exactement une des deux caractéristiques secrètes, par exemple une forme et une couleur. L'indice qu'on nous donne, le losange bleu, est un TOG. À partir de là, que peut-on dire des autres objets? Réfléchissons un peu. Si le losange bleu est un TOG, ça veut dire que les caractéristiques secrètes sont soit bleu et pas losange, soit losange et pas bleu. Ok, le cœur rouge, lui, il n'a rien en commun avec le losange bleu, ni la couleur ni la forme. Donc, quelle que soit la règle qui fait du losange bleu un TOG, le cœur rouge, lui, aura soit 0 de ses caractéristiques, soit les deux. Il ne pourra donc jamais en avoir exactement une. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est que le cœur rouge n'est jamais un TOG. Pour les deux autres, le losange rouge et le cœur bleu, impossible de savoir. Ils partagent une caractéristique avec l'objet de base, donc leur sort dépend de la règle secrète qu'on ne connaît pas. Et tout ça nous amène à la fin de cette analyse. Notre cerveau n'est pas une machine à calculer parfaite. Il prend des raccourcis, il est sensible au contexte, il se trompe. Mais comme le dit cette citation, cette faillibilité est peut-être aussi une forme de flexibilité, de liberté. La question qui reste ouverte, c'est pourquoi notre évolution nous a-t-elle équipés de ces angles morts si particuliers face au hasard? Merci d'avoir suivi cette analyse.